Aujourd'hui, je t'emmène dans le 5e arrondissement de Paris, que l'on surnomme le quartier latin. Le 5e arrondissement de Paris s'étend sur un total de 250 à 300 hectares et c'est vraiment un repère à activité pour les touristes. Je me suis donc rendu dans presque chaque lieu iconique de Paris 5e et je vais te faire découvrir ça avec moi dans cette vidéo. C'est parti! Donc on se retrouve à côté du Panthéon pour le premier lieu qu'on va visiter dans cette vidéo. Donc, le Panthéon, c'est une ancienne église bâtie au XVIIIe siècle, en 1950, sous le règne de Louis XV. C'est vraiment un endroit qui a été bâti sur des ruines d'une ancienne église et qui comporte vraiment des peintures et plein d'œuvres qui représentent des gens qui ont marqué le pays au final. La construction du Panthéon remonte même à 1744. À cette époque, la guerre avec l'Angleterre et l'Autriche fait rage et, manque de peau, Louis XV tombe malade alors qu'il est en déplacement à Metz. Celui-ci prie tous les jours la Sainte Geneviève de pouvoir lui venir en aide et de pouvoir le guérir. Si elle le guérissait, il lui promettait de construire une église en son nom. Alors, plus tard, miraculeusement, Louis XV guérit et tient sa promesse en ordonnant la reconstruction d'une église qui est déjà tombé en ruine il y a plus de 1000 ans. Pourtant, donc, le pays est en guerre et l'État n'a plus de sous. Alors, ça sera compliqué de financer un tel projet, un tel édifice, puisque ça a coûté énormément d'argent. La seule solution, c'est d'organiser une immense cagnotte royale pour récolter un maximum d'argent pour la construction de cet édifice. Cette immense cagnotte royale est organisée et assez d'argent est récolté pour pouvoir construire l'église Sainte-Geneviève. C'est un architecte, l'architecte Jacques-Germain Soufflot, qui réalise ce projet aussi ambitieux soit-il. Au moment de la Révolution française, en 1789, la monarchie est abolie et la République est proclamée. Une constitution civile du clergé réorganise le culte religieux en fondant une nouvelle église qui ne dépendrait pas du pape, mais qui dépendrait de la République elle-même. Ainsi, l'église Sainte-Geneviève devient laïque. Elle doit alors abriter le tombeau de chaque personnalité qui a beaucoup fait pour la France. Ainsi, son nom devient alors le Panthéon. À l'intérieur du Panthéon, tu vas remarquer plein de peintures qui représentent des personnalités qui ont beaucoup fait pour la France. Par exemple, tu vas apercevoir une peinture mettant en œuvre Jeanne d'Arc ou alors même une peinture représentant la Sainte Geneviève elle-même. Mais tu vas pouvoir aussi apercevoir des sculptures qui sont magnifiques, dont Le Vengeur, qui a été sculpté par Ernest Dubois, et la Convention nationale, qui a été sculptée par François Sicard, qui sont tous les deux des structures que tu apercevras direct en entrant dans le Panthéon. Donc ce beau, j'ai fait la visite, en 30 minutes c'est fait en vrai. C'était assez cool, t'as vraiment des peintures de tous ceux qui ont vraiment marqué le pays. T'as un audio guide que tu peux avoir aussi pour t'expliquer l'histoire du lieu peut-être, mais c'était trop cool à voir. Et d'ailleurs, si tu as moins de 26 ans, c'est gratuit, donc n'hésite pas à y aller. Donc là-bas, tu peux voir une église que je trouve assez magnifique, que je vais filmer, qui est juste à côté du Panthéon. Donc je vais rentrer dans l'église. L'église Saint-Étienne-du-Mont est une église qui a été fondée entre 1492 et 1626. C'est une église qui a mis plus de 3 siècles à être construite. Elle se situe à côté de l'ancienne église Sainte-Geneviève, donc devenue le Panthéon. Et c'est une église assez unique en son genre, puisqu'elle a mis plus de 3 siècles à être fondée, eh bien, tu vas trouver plusieurs styles architecturaux à l'intérieur. D'ailleurs, le philosophe Pascal et le dramaturge Racine ont été inhumés dans cette église. Donc c'est un amphithéâtre gallo-romain qui pouvait accueillir genre
15 000 personnes qui pouvaient accueillir genre 15 000 personnes quand il a été édifié, donc entre le 1er et le 2e siècle. Donc là, on est vraiment dans les ruines de l'amphithéâtre. Bon, vu comment c'est maintenant, je peux pas accueillir 15 000 personnes, ça c'est sûr, mais ça a gardé une belle forme, je trouve. C'est assez stylé. Quand tu te dis que tu as tous ces genres de bâtiments à Paris qui racontent vraiment une histoire, je trouve ça vraiment vraiment cool. C'est le plus ancien vestige de l'installation humaine sur les terres de Paris, encore visible dans la capitale. Voici à quoi ressemblait donc l'arène Lutèce à l'époque. Voici maintenant à quoi elle ressemble aujourd'hui. Ça a vachement changé quand même. Ce vestige de l'époque romaine s'est fait détruire pour la première fois au IIIe siècle, pendant la crise du IIIe siècle où une invasion de barbares a envahi la ville menée par des tribus germaniques. Elle s'est fait reconstruire au VIe siècle par les Mérovingiens après la chute de l'Empire romain. Donc c'est ça, les dimensions de l'arène, c'est 132 mètres de long pour 100 mètres de large, donc à peu près, environ. En tout cas, c'était comme ça à l'origine. Donc là, par exemple, tu as une vue d'ensemble. Ok, bon bah écoutez, c'est à peu près tout. Donc maintenant, je vais vous emmener dans le jardin des plantes, où on va pouvoir découvrir un musée qui regorge de pierres précieuses, de météorites, qui sont une des plus vieilles du monde, si j'ai bien compris, une des galeries les plus vieilles au monde, les plus anciennes au monde. Et on va pouvoir aller visiter un zoo aussi dans ce jardin. Donc là on se retrouve au jardin des plantes. Alors j'ai regardé un petit peu l'histoire du lieu, donc c'est un jardin qui au départ était un jardin pour former des apothicaires pour la médecine, si je ne me trompe pas. Et donc ici tu peux voir plein de musées, tu peux voir un zoo avec des espèces protégées justement. C'est ce qu'on va découvrir d'ailleurs. Et ça a été fondé sous le règne de Louis XIII. Donc en effet, le Jardin des Plantes, c'est une des plus anciennes institutions scientifiques françaises. Le Jardin des Plantes a été fondé par Louis XIII en 1626. Et ce jardin est vite devenu une véritable institution scientifique destinée à former les futurs médecins et apothicaires. D'ailleurs, un peu plus loin dans le Jardin des Plantes, tu vas pouvoir découvrir le cabinet d'histoire naturelle, qui est un cabinet qui est historique, mais je t'en parle un peu plus tard. Et encore un peu plus loin, tu vas pouvoir découvrir ce paysage avec plein de différentes fleurs et c'est vraiment magnifique. Hop là. Donc là on se trouve toujours dans le jardin des plantes. Il y a un endroit assez magnifique, je vais vous montrer ça. Donc ici. Hop là, ici. Je peux pas visiter le muséum d'histoire naturelle parce que il est en rénovation. De plus, juste à côté du prochain musée qu'on va aller voir juste après, tu peux apercevoir la statue du monument à Bouffon, qui est une statue réalisée par Jean Marius Carlus en 1907 et qui montre le célèbre naturaliste et intendant du lieu assis sur un fauteuil en dessous d'une dépouille de lion. Donc là il y a la serre que je ne vais pas faire d'ailleurs, que je ne vais pas visiter, mais si vous voulez la visiter, c'est pour les moins de 25 ans, c'est 7 €. Voilà. Maintenant, on va entrer dans le musée à minéralogie,
qui comporte les pierres précieuses, météorites et cristaux les plus prestigieux au monde. Du moins, cette galerie est comptée parmi les galeries les plus anciennes et prestigieuses au monde. Sa construction débute en 1833 sous la direction de l'architecte Roald de Fleury. Alors justement, on parlait au départ de quelques minéraux, de quelques plantes médicinales qui en fait étaient récoltées puis stockées dans le cabinet d'histoire naturelle dont j'ai parlé juste avant. Sauf que au fil des siècles, de plus en plus de minéraux, de cristaux, de météorites justement sont récoltés grâce aux dons d'explorateurs, de monarques ou même de collectionneurs. Et avec autant de pierres précieuses qui arrivent aux mains du roi, donc Louis XV dote le bâtiment d'un ensemble de meubles en marqueterie de pierres fines. Toutes ces trouvailles sont stockées dans le cabinet d'histoire naturelle pendant plus de 2 siècles, jusqu'à ce que débute la construction du musée qui sera ouvert au public en 1841. La galerie minéralogique, c'est une des galeries les plus anciennes du monde. Et c'était vraiment cool, tu peux voir vraiment toutes les pierres précieuses qui s'y trouvent, les météorites, les débris, améthystes, quartz, etc. D'ailleurs, certaines pierres qu'ils ont montrées servaient aussi à faire de la peinture avec du lapis, non, c'était de l'azurite, je crois, ou du lapis lazuli pour faire les peintures de l'époque et d'autres pierres que je n'ai pas citées là. D'ailleurs, je te conseille d'y aller parce que c'est gratuit pour les moins de 26 ans, donc vraiment ça c'est super cool. Je te conseille vraiment. Maintenant, on va se rendre au zoo, mais le zoo en gros c'est l'un des plus vieux zoos du monde qui a été construit ou inauguré pendant la Révolution française, donc dans les années 1790 en fait, après. Donc on a tout ça à voir. Alors le but principal de la ménagerie du Jardin des Plantes, c'est d'allier conservation des espèces en voie de disparition, mais aussi éducation du public à la biodiversité et recherche scientifique. En effet, beaucoup d'espèces qui composent ce zoo sont en voie de disparition. À chaque fois que tu vas pouvoir observer une espèce, tu vas voir que, comme souvent dans les zoos, il y a des tablettes, des affiches qui montrent où se trouve l'animal, peut-être quelle est sa méthode de chasse. Mais ici, on te montre aussi à quel degré cette espèce est en danger. Alors, il s'avère que la ménagerie du Jardin des Plantes, elle a été fondée en 1794, après la Révolution française, et elle naît d'un décret visant à interdire les spectacles de rue avec les bêtes sauvages. Donc, toutes les bêtes royales et les bêtes de cirque sont transférées vers ce zoo. La ménagerie du Jardin des Plantes est en effet un des plus vieux zoos au monde, encore en activité. Maintenant, pour le dernier lieu où on va se rendre, c'est à l'Institut du monde arabe. Donc un musée qui retrace la culture arabe dans son entièreté en soi. Donc c'est un bâtiment qui a été inauguré dans les années 80, donc ça a été initié par Giscard d'Estaing à l'époque, parce que le seul bâtiment qui retraçait un peu l'histoire et la culture du monde arabe à Paris, c'était un peu la grande mosquée de Paris. Que je ne vais pas faire aujourd'hui d'ailleurs, mais que je vous conseille sûrement de faire parce que ça a l'air assez joli à visiter. Mais à part ça, donc la mosquée de Paris qui a été inaugurée en 1926, mais à part ça, on n'avait rien qui retraçait un peu la culture arabe. Ici, on va trouver vraiment, si j'ai bien compris en tout cas, des sculptures et et ça va retracer en fait l'histoire et la culture du monde arabe. Donc on va se rendre là-bas. Ça a été inauguré, donc, initié par Giscard d'Estaing, mais inauguré par le gouvernement de François Mitterrand du coup. Donc let's go. Alors l'Institut des mondes arabes, c'est un musée qui a été fondé à l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing le 28 février 1980. Ce musée est donc inauguré en 1987, le 30 novembre 1987, sous François Mitterrand. C'est vraiment un musée qui est passionnant, où tu traverses vraiment les âges, allant de la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge.
où tu peux en connaître un peu plus sur la culture arabe, sur l'écriture arabe. T'en apprends un peu plus aussi sur les fouilles archéologiques qui ont été faites pendant des années. Par exemple, on a découvert à peu près 4 sites qui sont aujourd'hui inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont je vais te donner un exemple. En Libye, on a découvert une ancienne ville qui se nomme Leptis Magna, que tu peux d'ailleurs toujours aller visiter aujourd'hui. Bon, je te déconseille à cette période-là, vu les tensions qu'il y a dans le pays, mais elle est, il me semble en tout cas, ouverte au public. Mais il n'y a pas que ça en fait, tu peux en apprendre vraiment plus sur toute la culture du monde arabe, sur l'écriture arabe qui a traversé les siècles. T'en apprends aussi plus sur leur méthode de médecine par exemple. Par exemple, on apprend que l'art était utilisé comme accompagnement pour aider les personnes malades ou en situation de handicap. En effet, la musique, la sculpture, la peinture permettaient aux gens malades ou en situation de handicap de tenir bon dans des moments difficiles pendant leur hospitalisation par exemple. Ça donnait une sorte de bien-être puisqu'on pouvait enfin s'exprimer et penser à autre chose plutôt qu'au quotidien médical. Donc là on est sur la terrasse du musée, littéralement. Et on peut avoir une vue sur Paris, littéralement. Je vous montre ça. Mais bon, je te conseille vivement d'aller visiter ce musée, c'est hyper intéressant, tu peux observer plein de sculptures, plein de peintures, des instruments qu'ils utilisent et qu'ils utilisaient aussi. Et vraiment, tu vas traverser les âges et tu vas donc comprendre un peu plus en quoi consiste la culture arabe. Et ça peut être super intéressant. Donc écoute, c'est sur ce que je vais rentrer au final et que je vais couper cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras découvert plein de choses avec moi. Tous les musées que tu peux découvrir dans ce 5e arrondissement, c'est vraiment cool. Il y a encore plein de trucs que j'ai pas visité, que je t'ai pas fait voir. C'est par exemple, il y a la grande mosquée de Paris qui est un lieu historique aussi que tu peux aller voir. Il y a un musée du Moyen-Âge. Je sais plus exactement comment il s'appelle, mais tu peux te renseigner, tu vas voir. Alors, j'aurais vraiment kiffé y aller, mais bon, malheureusement, je pouvais pas parce que déjà les vidéos et photos sont interdites là-bas. C'est surtout ça en vrai qui m'a fait, qui m'a fait chier, mais je peux comprendre. En tout cas, voilà, j'espère que ça t'aura plu. Et n'hésite pas à soutenir la vidéo en laissant un petit like et à commenter. Et je te dis à la prochaine.